Ceci est le récit du couronnement le plus absurde de l'histoire, le plus ubuesque de tous les temps. En cette chaude soirée d'octobre 1977, Sa Majesté Jean Bédel Bokassa a réuni ses collaborateurs pour étudier le savoir-faire britannique en matière de cérémonie monarchique. Le but ? Faire aussi bien qu'Élisabeth II, et même mieux. Rien ne doit être laissé au hasard. Celui qui s'est déjà proclamé président à vie de Centrafrique, puis maréchal, veut à présent se faire couronner empereur, titre sur lequel il lorgne depuis la mort de l'Éthiopien Haïlé Sélassié. Vous avez vu d'abord la discipline militaire, le caractère du défilé militaire, qui se passe bien entendu à peu de choses près, comme ce que nous avons l'habitude de faire. Vous avez déjà vu projeté dans la salle du cinéma Le Club à Bangui, le sacre de Napoléon Ier. Vous avez vu aussi projeté dans la salle du cinéma Le Club à Bangui, le sacre du Shah d'Iran. Et c'est le troisième film aujourd'hui que nous avons tous vu. Le dictateur entend faire de cet événement une date qui entrera dans l'histoire. Dans 1000 ans, on s'en souviendra encore, affirme-t-il. C'est que le couronnement du troisième empereur du monde, après Hirohito et le Shah d'Iran, ne sera rien moins que la réplique du sacre de Napoléon Ier, à Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804. Comment faut-il vous appeler? Sire, comme le disait le général de Gaulle, ou bien Votre Majesté, ou Majesté impériale? Je préfère le mot soldat. Le 4 décembre 1977, à 173 ans de distance, tout devra être prêt pour le sacre de ce Napoléon sous les tropiques. Et pourquoi vous avez tenu à avoir le style Napoléon? Parce que nous avons été formés par la France d'abord, et parce que nous avons étudié l'histoire de France et l'histoire du monde. Enfin, notre culture est une culture européenne d'abord, et française en particulier. Et il fallait bien s'inspirer de quelque chose. Et en quoi c'est transposable aujourd'hui en Afrique? Ce n'est pas transposable du tout, c'est une question de goût et c'est une question d'option. Si vous vous trouvez devant l'histoire, bon, à supposer que vous êtes en train de subir une épreuve d'examen, on vous dit qu'est-ce que vous voulez, ben, vous êtes bien capable de dire ce que vous voulez. Moi, on m'a posé la question et moi j'ai choisi comme Napoléon. Bokassa voit grand, mais il est à la tête d'un si petit pays. Et tellement pauvre. Du bois, un peu de café, de coton, de diamants, c'est à peu près tout. Petit pousset de l'empire, enclavé au cœur du continent, la colonie d'Oubangui-Chari accède à l'indépendance en 1960. La République centrafricaine remplaçait l'Oubangui-Chari et déjà Bokassa Ier perçait sous Jean Bédel. Bangui peut être considéré comme le symbole de l'avenir. Modeste poste voici 50 ans, c'est aujourd'hui une cité de près de 100 000 habitants. Une jeunesse qui promet. Étrange destin en effet que celui de cet homme engagé volontaire en 1939, tirailleur sénégalais tout sourire qui restera plus de 20 ans dans l'armée française. À l'heure de l'indépendance, au grade de lieutenant, il est le seul officier de la nouvelle République centrafricaine. Et c'est tout naturellement qu'il devient le chef d'état-major à qui l'on confie le soin de former l'armée du pays. Mauvais choix. La force entre ses mains, Bokassa organise dans la nuit du 31 décembre 1966 un coup d'État contre le président élu David Dacko, son cousin. J'ai fait le coup d'État pour faire respecter la justice en République centrafricaine. N'étiez-vous pas gêné par le fait que le président déchu était votre cousin germain, mon colonel? L'intérêt national prime le sentiment familial. C'est là tout ce qui le relie à Napoléon. Un plébéien, parti de rien ou peu s'en faut, un petit caporal devenu général et bien plus encore. Et puis il y a cette histoire de France, si vibrante, parce que Bokassa se considère comme français. D'ailleurs, il en a la nationalité et ne cesse de le clamer. Dans ses lettres à De Gaulle, il l'appelle avec respect « papa », au grand agacement du général qui, pour sa part, le nomme le soudard, le couillon ou encore le cinglé. Quand Bokassa le rencontre pour la première fois en voyage officiel en 1969, ce sont des compliments à n'en plus finir.
Dois-je aussi dire l'honneur que je ressens personnellement d'être accueilli aujourd'hui par l'illustre et le prestigieux Français qu'est le général de Gaulle. L'année précédente, en mai 68, il avait même fait le projet d'envoyer son armée à Paris pour sauver papa en difficulté. Sur le perron de l'Élysée, n'en pouvant plus, de Gaulle lui demandera de ne plus l'appeler papa. Bokassa répondra « D'accord, père ». Avec Pompidou, le courant ne passe pas vraiment, même s'il l'appelle frère puisqu'ils sont censés avoir le même papa. Le lien est vite rétabli avec Valéry Giscard d'Estaing, grand amateur de chasse en Centrafrique, que Bokassa appelle cousin. Pour Giscard, Bokassa est peut-être un cousin, mais du genre que l'on cache, dont on a honte parce qu'il est peu fréquentable. Pourtant, on lui pardonne ses frasques, ses méthodes radicales envers ses opposants, sa violence envers son peuple, son chantage permanent pour obtenir un peu plus d'argent de la France. On lui pardonne, en pleine reprise de la guerre froide, son rapprochement momentané avec la Chine ou ses bonnes relations avec l'URSS. Nous éprouvons aujourd'hui la joie de recevoir ici nos amis de l'Union soviétique. En fait, Bokassa est ami avec qui veut bien lui donner de l'argent pour satisfaire ses goûts de luxe dans son pays misérable. Après s'être bombardé président à vie et maréchal, le voilà qui cumule les postes de ministre de l'Agriculture, de l'Industrie, des Transports, de la Défense, de l'Information et de la Fonction publique. L'État, c'est lui. Aussi, quand il annonce son intention de se faire couronner à la mode napoléonienne, Paris est à peine surpris. C'est encore une de ses lubies, pense-t-on, et du moment qu'il reste du côté de la France, pourquoi le contrarier? Qu'il devienne empereur si cela lui chante, lui qui, il n'y a pas encore si longtemps, rêvait d'ouvrir un café à Fréjus. Sauf que Paris ne se rend pas compte que le monde entier va parler de l'événement et que la Centrafrique va se retrouver sous les feux des médias dubitatifs. Le grand spectacle du couronnement de l'empereur Bokassa Ier dimanche prochain est dans ses ultimes préparatifs. Les avions spéciaux arrivent les uns après les autres sur l'aérodrome de la capitale centrafricaine. En ne désapprouvant pas l'idée saugrenue de ce sinistre personnage, en laissant faire, la France va se retrouver prise au piège d'une bouffonnerie qui lui fait honte. Aux 20h, les journalistes peinent à dissimuler leurs doutes. Correspondre dans le pays où ils ont lieu, ces fastes qui ont de quoi nous indigner tout de même, dès lors que, par exemple, les 300 000 habitants de Bangui ont été pratiquement contraints d'acheter un pagne à l'effigie de l'empereur qui coûtera 70 francs pièce, le salaire moyen d'un fonctionnaire étant de 300 francs par mois. Mais mettons nos humeurs de côté et nos regrets de voir l'Afrique ainsi caricaturée par un empereur pas si naïf que ça. Depuis des mois, la Centrafrique ressemble à une ruche. On bitume à la hâte l'avenue Valéry Giscard d'Estaing que le cortège empruntera bientôt. On rénove, on ravale, on repeint, tout doit être absolument impeccable. On balaie les routes et même le tapis rouge, faute d'aspirateur. On coud des robes et des chapeaux pour les élégantes, mais aussi des costumes et des t-shirts à l'effigie de Sa Majesté. Il y en a une qui tient à l'envers derrière. 7, stop. Il n'y en a pas deux qui se tiennent pareil. Les majorettes répètent sous la direction d'une cheftaine française, une vraie professionnelle. Les enfants apprennent depuis des semaines des chants à la gloire du souverain. Il est du pays de celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait, il est de mon village. Jamais Bangui la coquette n'a autant mérité son surnom. La ville doit être belle pour les 5000 invités de Bokassa. Le peuple, lui, est chauffé à blanc depuis des mois. Décembre 1977, journée universellement historique. Journée qui verra se dérouler un événement sans précédent dans les annales de l'Afrique centrale, à savoir le couronnement de Sa Majesté Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. On ne peut rester insensible devant le grand événement que connaîtra demain notre pays. C'est pourquoi il me charge de remettre à votre Majesté la modique somme de 261 500 francs représentant sa contribution aux charges du couronnement. Oh, il est bien courageux, ouais. Oh, mais tu es gentil pourtant. C'est dans la salle Omnisport, rebaptisée pour l'occasion Palais du Couronnement, que doit avoir lieu la cérémonie. Cela fait des mois que l'on ne joue plus un match de basket, le sport national.
dans ce gymnase flambant neuf offert par la Yougoslavie communiste du camarade Tito. Il y a quelques semaines encore, il fallait de l'imagination pour voir ici un palais. L'homme à côté de Bokassa, c'est Olivier Brice, sculpteur et décorateur normand, l'artiste à tout faire du sacre impérial et qui s'est fait connaître en réalisant un bronze à la mémoire d'Elvis Presley. C'est lui qui a élaboré tout le déroulement de la cérémonie, comme il l'explique nonchalamment à des journalistes d'Antenne 2. Je fais le trône, je m'occupe de la décoration, si vous voulez, de la cathédrale, je m'occupe du carrosse, je m'occupe de la décoration de son palais, je m'occupe aussi de la décoration, si vous voulez, du trajet de l'empereur. Mais enfin... Et une chose assez fabuleuse que je n'ai jamais montrée jusqu'à présent, je suis en train de créer la messe du couronnement. Cet obscur sculpteur, qui retombera vite dans l'oubli, n'en revient toujours pas d'être au service d'un souverain qui ne regarde pas à la dépense. Le premier contact, ça s'est passé, enfin j'avais une certaine inquiétude parce que j'approchais un empereur, c'était la première fois que je voyais un empereur, mais ça a été très sympathique, le contact a été très agréable, vraiment. Il a apprécié mon travail, il s'est amouraché de mon travail, et j'avoue que je suis tombé un petit peu amoureux de lui. Et ça c'est parce que vraiment il est très chouette. Brice le sait, ce couronnement, ce sera le chef-d'œuvre de sa vie. Aussi, il n'a aucun état d'âme. Il n'y a pas lieu de s'étonner, selon vous? Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas. On ne s'étonne pas d'un jubilé de la reine d'Angleterre, on ne s'étonne pas du couronnement qui a eu lieu. Et ben, disons que ce sera un autre couronnement, et je trouve que c'est extraordinaire pour notre époque. Vous ne trouvez pas? Et au-delà, pour vous, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je trouve que c'est la plus belle chose qui puisse exister dans ce siècle. C'est vraiment le conte de fées du XXe siècle. Moi, je vis un conte de fées. C'est merveilleux. C'est Olivier Brice, encore lui, qui décore les appartements impériaux. La surprenante salle à coucher et la très kitsch salle de bain au robinet doré à leur fin. C'est lui toujours qui fixe les motifs qui figureront sur le service de porcelaine de 2000 pièces qui a été commandé à des fabricants de Limoges, forcément. Enfin, c'est l'incontournable Olivier Brice qui décore la cathédrale qu'on se dépêche de toiletter pour l'occasion. On y célébrera une messe, mais pas le couronnement, car elle est trop petite. Et bon, c'est bien que l'Église est mal à l'aise avec le faste qui se prépare. Mon père, comment allez-vous, mon père? Vous allez bien? Très bien, merci. Merci beaucoup, mon père. Merci. Merci beaucoup. Oui, on va avancer un petit peu, oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Centrafricains ont perdu un maréchal. Ils ont depuis hier 10h43 un empereur. Bokassa Ier, troisième souverain impérial du monde après Hirohito et le Shah d'Iran. On peut en penser ce qu'on en veut. Notre propos ici n'est pas de juger, mais de vous montrer. Et je crois que le spectacle, avec tout le recul que nous pouvons y introduire, vu de France, en vaut la peine. En exclusivité pour Antenne 2, voici les temps forts de ce sacre, qui n'en est pas vraiment un, de ce couronnement africo-napoléonien. Antenne 2 a dépêché pas moins de 7 équipes sur place. La chaîne a d'ailleurs l'exclusivité des images pour la télévision française, ayant obtenu avec quelques flatteries l'expulsion des concurrents de TF1 quelques jours plus tôt. Inutile de dire que sur la première chaîne, c'est la soupe à la grimace. Se sont rendus 8 jours à Bangui et vous en avez passé 3 dans votre chambre d'hôtel. Oui, écoutez Jean-Claude Boré, je voudrais éviter les grandes phrases définitives que l'on prononce en la circonstance. Je vous préciserai seulement que nous avions toutes les accréditations nécessaires, mais que nous n'avons pas pu travailler pendant les 3 premiers jours. Ensuite, en revanche, nous avons travaillé normalement à Bangui et dans le reste du pays, mais au 8e jour, et on ne sait pas encore pourquoi, sans aucune raison, on nous a prié de rentrer gentiment à Paris. Je n'ai donc pas eu, comme nos camarades d'une autre chaîne, l'honneur et le plaisir de m'entretenir avec Sa Majesté impériale. Pourtant, il existe des images totalement inédites de cet événement.